on va limiter l'aide du plan de relance en Hongrie et en Pologne tant qu'ils ne reviennent pas sur des réformes qui sont élémentaires dans le vivre ensemble européen. D'un côté, vous voulez signer avec le budget, donner de l'argent, mais en même temps limiter l'aide que vous allez donner? Mais bien sûr, le véganisme est du spécisme libéral. Des personnes âgées dans les EHPAD avec plus de monde pour torcher les vieux alzheimeriens. Est-ce qu'on est aujourd'hui à l'égalité entre les femmes et les hommes ou est-ce qu'on n'y est pas du tout? Aucun média en France ne ment. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Œil pour Œil, le format d'interview débat du Crayon. Aujourd'hui, on est avec Clément Beaune. Clément Beaune, bonjour. Bonjour. Clément Beaune, vous êtes secrétaire d'État chargé des affaires européennes. Je vais commencer avec une question assez naïve. La France va prendre la présidence de l'Union européenne en janvier. Qu'est-ce que ça va changer concrètement ? Alors pendant 6 mois, c'est des présidences de 6 mois pour chaque pays. La France, du 1er janvier au 30 juin 2022, préside, si je suis précis, le Conseil de l'Union européenne. C'est important parce qu'on ne préside pas tout, on préside les réunions de tous les États, des 27 États membres de l'Union européenne. C'est très important et c'est une grande responsabilité parce que ça veut dire qu'on organise les débats, qu'on propose les sujets sur lesquels on va essayer d'avancer. Et donc c'est une occasion pour la France d'accélérer des idées qu'on a déjà depuis 3-4 ans, qu'on essaye de faire progresser, qu'on fait progresser. Je pense par exemple à l'Europe sociale. On a fait des réformes comme celle du travail détaché pour lutter contre le dumping social. Pendant notre présidence, on peut dire, nous, France, on pense qu'un sujet très important, c'est lutter encore contre le dumping social et par exemple avoir un salaire minimum décent dans tous les pays européens pour éviter cette concurrence vers le bas qui crée des tensions et fait perdre des emplois en France. Donc typiquement, c'est un sujet qu'on met sur la table et on dit ça, on voudrait qu'il y ait un accord européen et après on essaie de construire l'accord entre tous les États. Vous l'avez dit, c'est la présidence du Conseil de l'Union européenne. Aujourd'hui, en Europe, il y a donc le Parlement européen, Ouais. le Conseil européen, la Commission européenne Ouais. et le Conseil de l'Union européenne. Même moi, dont c'est mon métier, en vrai, j'ai du mal à m'y retrouver. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas trop complexe l'Europe pour les Français et pour les Européens ? Si, c'est compliqué, mais je vais me faire un peu l'avocat du diable. Bon, même si je partage la critique ou la question, en France, vous avez aussi un président de la République, un gouvernement, c'est pas la même chose, ça c'est l'exécutif, avec un Premier ministre, une quarantaine de ministres, vous avez un Parlement avec 2 chambres, un Sénat, une Assemblée nationale, vous avez aussi d'autres institutions ou d'autres organes de contrôle, je pense au Conseil constitutionnel, vous avez ce qu'on appelle l'autorité judiciaire, tous les juges qui contrôlent ce que fait le gouvernement et l'administration. Voilà. Donc c'est pas le problème, je crois, de l'Europe, la multiplication des casquettes ou des institutions. Je pense qu'on peut simplifier des choses. Par exemple, je pense que la Commission européenne, où il y a un commissaire issu de chaque État, donc 27 commissaires, je pense que c'est trop pour cet organe-là, parce qu'en plus, ça fait que chaque commissaire se sent un peu le porte-parole de son pays. Et donc ça ne crée pas, je pense, ce sentiment de travail en commun. Bon, ça c'est une réforme institutionnelle. Le Parlement européen, vous avez un peu plus de 700 députés. Peut-être qu'on peut discuter sur la façon de changer un peu la représentation, peut-être d'en avoir moins, ou au contraire d'en avoir plus. C'est un débat qu'on peut ouvrir, ou de donner plus de compétences à ce Parlement européen qui est élu directement par les Français et par tous les Européens pour contrôler ou pour proposer lui-même des initiatives et des réformes. Bon, donc on peut faire, je pense, plein de réformes institutionnelles, mais je vais vous dire, le problème de l'Europe surtout, c'est d'abord on n'en parle pas et on n'informe pas beaucoup. Donc merci de me donner cette occasion et qu'on ait cette opportunité ce soir parce que je crois que c'est important. Comme c'est plus loin, comme c'est plus récent, comme c'est un système un peu bizarre, Oui. on ne comprend pas toujours comment ça marche, ça c'est vrai. C'est pas un État l'Europe, Ouais. c'est pas un gouvernement. Donc il y a des coopérations, il y a les 27 États qui travaillent ensemble dans ce qu'on appelle le Conseil. C'est ça qu'on va présider. Il y a le Parlement européen qui est élu directement par les Européens. Puis il y a cette Commission européenne qui est l'exécutif, un peu comme un gouvernement dans C'est un qui pays. décide ? C'est la Commission européenne ? C'est Alors, le Parlement européen ? Tout le monde décide ensemble, c'est ça qui est compliqué. Alors, pour essayer d'être clair, d'abord, pardon, je voulais dire quand même quelque chose parce que je pense que c'est important. Vous dites c'est compliqué, c'est vrai. J'essaie d'expliquer, c'est long. Mais je crois que le problème, c'est pas tellement que c'est compliqué. Le problème, c'est l'information et le problème, c'est surtout le leadership, comme on dit en bon français. C'est qu'il y a pas vraiment un monsieur ou une madame Europe qui est clairement identifié, qui a la capacité de proposer des choses politiquement, de dire aux Européens, écoutez, pendant 4 ans ou 5 ans, c'est ça qu'on va faire, voilà les priorités, on va agir et si vous me donnez un mandat, on va le faire. On a ça en France avec l'élection présidentielle. Oui. On a ça en Allemagne, c'est un système parlementaire, c'est un peu différent, mais quand même, avec l'élection du Parlement, l'élection fédérale, qui aboutit à choisir un chancelier. Bon. Et on voit que c'est quand même compliqué aussi, Ouais. donc c'est pas que l'Europe. Bon. Mais en Europe, on n'a pas vraiment ce lieu du pouvoir ou ce moment du pouvoir. Et je pense qu'on doit y réfléchir. Et je pense pas qu'on arrivera à un système comme celui qu'on connaît dans un État. Mais je pense que par exemple, quand un chef d'État, un chef de gouvernement européen
ces dernières années, le président Macron l'a beaucoup fait, dit « moi j'ai des propositions pour l'Europe », en fait il devient un peu le visage de l'Europe, pas tout seul, mais de celui qui propose et on avance. Donc ça ne sert pas forcément de chercher le numéro de téléphone de l'Europe, c'était l'expression d'un ancien ministre américain qui on appelle, M. Kissinger, qui disait quel est le numéro de téléphone? On n'aura pas forcément un seul numéro de téléphone. On aura peut-être un portable, un téléphone fixe si ça existe encore, et puis une adresse mail et on aura différents contacts. Mais qu'il y ait des gens qui, au moins sur certains sujets, prennent l'initiative, ça c'est bien et c'est de ça que manque l'Europe, plus que d'essayer d'avoir le jardin à la française où vous mettez un système institutionnel plaqué de nos institutions nationales vers l'Europe. Ça, je crois que ça ne marchera pas. Il faut accepter ce côté un peu baroque et parfois un peu compliqué de l'Europe. Donc vous ne croyez pas à une fédération d'États? Moi, je ne crois pas à une fédération d'États. D'abord, je suis honnête, je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors moi, quand j'ai étudié les sciences politiques, quand j'étais jeune, on essayait de m'expliquer... Les États-Unis d'Europe. Ouais, alors il y a tout, il y a tous les projets, ça c'est des opinions politiques différentes, moi c'est pas mon opinion, mais surtout il y a des gens qui essayaient de trouver la bonne formule. Donc à un moment, à la mode, c'était la fédération d'États-nations. Bon, moi j'ai jamais compris. Il y en a qui disent c'est la confédération de pays ou d'États. Bon, franchement, moi ça m'empêche pas de dormir qu'il n'y ait pas un seul numéro de téléphone et que l'Europe, ça soit pas un système institutionnel hyper précis. Bon. Et je pense honnêtement que tout le monde s'en fiche un peu. Est-ce que c'est pas ça qui crée la division et le manque de cohésion? Moi je crois pas, ce qui crée la division, ou ce qui crée le fait qu'on comprenne mal l'Europe, c'est qu'on n'en parle pas assez, c'est qu'on ne dit pas ce qu'elle fait, et c'est que, là je reviens parfois aux institutions, on est trop lent. C'est pas lié seulement au fait qu'il y ait beaucoup de monde, mais on est trop lent, parce que c'est un peu notre ADN d'Européen. Il faut toujours se souvenir de l'histoire pour comprendre ce qui se passe. En 2 mots, l'Europe elle a été créée après la guerre, comme un projet politique. Il y avait déjà l'Europe évidemment géographique, historique, culturelle, mais on s'était entre-déchiré. On a fait 2 guerres mondiales, des millions de morts, un drame comme le nazisme, la Shoah, et certains se sont dit on va pas faire comme avant et on va essayer d'avoir enfin de la coopération en Europe. On avait la paix issue de la victoire des Alliés et on a cherché à créer la coopération pour rendre cette paix solide et durable. Et du coup, ce que tout le monde s'est dit à l'époque, c'est il faut quelque sorte se désintoxiquer, c'est ça qu'on pensait, de la puissance, parce que la puissance nous a fait beaucoup de mal. Et donc on a créé la coopération européenne avec des procédures compliquées, longues, etc., exprès, pour que les choses ralentissent et qu'un État ne domine pas le voisin. C'était ça l'Europe. Et ça a marché d'ailleurs. On a réussi à coopérer, à créer un marché unique, à enraciner notre paix, notre prospérité, notre liberté, à faire des choses formidables, très concrètes, d'Erasmus à l'euro, à une grande prospérité économique par un marché commun. On a fait tout ça, on doit en être fiers aujourd'hui, on ne doit pas l'oublier. Oui. Mais aujourd'hui, ce qu'on essaye de faire, c'est de rajouter la rapidité, l'efficacité et la puissance dans ce jeu de coopération compliqué, parce que si on est lent et si on passe notre temps à renvoyer un texte du Parlement européen au Conseil, au machin, etc., les Chinois et les Américains, ils auront agi et ils nous auront dépassés. Et on a vu que dans les crises, on était capable d'avoir cette vitesse, parce qu'il y avait urgence, on s'en rendait compte tous. Avec l'Europe, on a fait un plan de relance énorme, 750 milliards d'euros pour relancer nos économies après la crise. On a acheté le vaccin en commun, alors que l'Europe, elle n'avait rien à voir avec la santé. Et on a réussi à faire ça pour créer de la solidarité et éviter qu'il y ait des pays qui ne soient pas vaccinés, alors qu'en France ou en Allemagne, on est mieux vaccinés. Et c'est l'intérêt de tout le monde. Et la question, c'est est-ce qu'on est capable de faire aussi vite quand il n'y a pas la conscience de l'urgence? Moi, je pense que c'est le défi de votre génération et un peu de la mienne aussi. Mais comment expliquer justement avec, vous l'avez évoqué, les États-Unis, la Chine, ces 2 blocs qui nous encerclent un peu, si on prend un globe, qu'aujourd'hui en Union Européenne c'est 500 millions d'habitants, on serait la première puissance économique mondiale, la première puissance militaire si on mettait tout ensemble. Comment ça se fait qu'aujourd'hui on se fait dépasser par les États-Unis et par la Chine? Et ça c'est le paradoxe européen. On a tous ces atouts, vous avez raison de le dire, parce que d'abord ils existent vraiment. On est plus nombreux que les Américains, on est un marché plus grand, on est une puissance commerciale, c'est un fait, plus grande que les États-Unis, plus petite que la Chine, mais on est un marché ouvert, alors que la Chine est un marché complètement fermé, en tout cas avec des règles extrêmement strictes. Bon, donc on a ces atouts énormes, il y a plein de domaines industriels dans lesquels on est encore, et on peut le rester, les leaders en matière spatiale, en matière de beaucoup de technologies vertes pour faire la transition écologique, on a des super entreprises et des super succès européens. Mais le paradoxe européen, c'est qu'on a plein d'atouts, qu'on n'ose pas complètement les affirmer et qu'on hésite à s'intégrer, à avoir, au-delà d'une monnaie commune, par exemple un budget commun. Et on a toujours ce paradoxe que c'est ceux qui critiquent l'Europe qui la ralentissent aussi. Bon. Donc moi j'assume qu'il y a des choses sur lesquelles on doit faire plus d'Europe. Pas tout, je crois pas tout, mais sur le climat, nos règles elles doivent être européennes. Sur la politique commerciale, on est la première puissance commerciale du monde, on doit pouvoir imposer nos règles aux autres.
Mais moi, je prends cette image qui, je pense, illustre un peu, schématique. Mais l'Europe, c'est un grand type d'1,90 m qui se fait taper par ses copains dans la cour de l'école, alors qu'il est beaucoup plus grand que tout le monde. Et un jour, il se dit, je vais peut-être pas crier et me lamenter, je vais me relever et je vais leur dire, écoutez, je suis pas agressif, hein, je vais pas vous frapper, mais quand même, je suis fort, donc faites un peu attention. Et on a des forces qu'on ne reconnaît pas pour nous-mêmes et qu'on n'exprime pas aux autres. Et c'est pour ça que moi je me bats, par exemple, quand la Turquie, d'autres pays, parfois nous testent, hein, nous provoquent, même le Royaume-Uni, qui est un pays ami, qui est un pays allié. Turquie qui est membre de l'OTAN et qui attaque, qui menace la Grèce, qui est membre de l'Union européenne. La Turquie, oui, et puis sur d'autres sujets, heureusement de manière moins agressive, mais le Royaume-Uni, parfois, il nous provoque avec le Brexit. Il dit, je ne respecte pas l'accord. Bon, nous, on est Européens, il n'y a aucune raison qu'on dise, on tend de la joue, on se laisse faire, et puis tant pis, il nous marche dessus. Non, voilà, donc quand on est pro-européen, on doit être pour une Europe forte, et puis il y a encore plein de boulot. Vous avez évoqué l'Allemagne et le fait qu'ils avaient développé c'était une start-up allemande qui avait développé l'ARN messager, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, dans l'Union européenne, les Allemands sont nos alliés? Est-ce qu'ils ne protègent pas plus leurs intérêts? Il n'y a pas d'alternative à la relation franco-allemande. Elle est irremplaçable et elle est utile. Inaliénable aujourd'hui? Oui, inaliénable. On peut mettre tous les mots qu'on veut, mais elle est centrale, elle est essentielle. Et ça sert à rien d'aller chercher autre chose. Il n'y a pas un conflit entre la France et l'Allemagne aujourd'hui? Non, mais je pose la question. L'Allemagne défend ses intérêts. La relation franco-allemande, là aussi, il ne faut pas être naïf, ça n'a jamais été l'accord parfait. C'est à ça qu'elle sert. Elle a mis en place 2 pays qui, au départ, s'étaient massacrés pendant 3 guerres successives. Quelques-uns ont eu le génie et la vision de se dire « essayons de faire différemment et de se réconcilier ». Le projet européen, c'est d'abord un projet de réconciliation et d'abord un projet de réconciliation franco-allemande. C'est ça le cœur du réacteur et il ne faut pas le casser, il ne faut pas le gâcher. Et dès le début, c'était justement parce qu'on était anciens ennemis et que, heureusement, on n'est plus anciens, on n'est plus des ennemis. Mais parfois, on pense de manière différente. On a des intérêts différents. Moi, j'ai aucun problème à dire qu'il y a des intérêts. Je suis ministre français, il y a des intérêts nationaux français. Mais est-ce que le leadership aujourd'hui n'est pas allemand plus que français? Non, alors je crois pas. D'abord, regardez un exemple récent. Hein. On prend des exemples concrets. J'en prends juste 2. La défense, on dit on pense pas pareil que les Allemands, c'est vrai. Nous, on n'a jamais abandonné, et tant mieux, une logique de puissance, d'intervention, d'autonomie aussi. On est dans l'OTAN et on est des alliés de l'OTAN. On est proche des Américains, mais on a notre autonomie. On pense qu'il y a des choses qu'on doit faire en décidant tout seul, voire en agissant tout seul. Bon. Et on veut que l'Europe se renforce. Il y a l'OTAN, mais il y a aussi une action européenne qui doit être complémentaire et autonome. L'Allemagne, elle n'a pas ce logiciel, parce qu'il y a l'histoire, parce qu'elle a arrêté d'avoir une armée, qu'ensuite elle l'a reconstruite dans le cadre de l'OTAN, avec beaucoup de prudence, avec un contrôle parlementaire très strict. Ce n'est pas du tout le même modèle, et on ne peut pas demander à l'histoire de se répéter, certainement pas, ou de se refaire. Bon. Et aujourd'hui, on dit aux Allemands, il faudrait que vous fassiez plus en matière de défense. Ce n'est pas ce qu'on leur disait il y a 40 ans, on leur dit aujourd'hui, et on a raison. Mais ça va prendre du temps. Et quand vous regardez le rapprochement qu'on essaye de faire, même en quelques années, il est quand même très rapide en vrai. On a nos 2 grands projets industriels militaires d'avenir, c'est un char du futur, un avion de combat du futur, pour les années, fin des années 2020 on va dire. On le fait avec l'Allemagne, c'est le choix qu'a fait Emmanuel Macron et c'est le choix qu'a fait Angela Merkel il y a 4 ans parce qu'ils ont dit ça c'est un choix d'histoire, un choix qui va marquer 1 ou 2 décennies et qui est stratégique. Et on serait prêt à partager l'arme nucléaire avec les Allemands? Alors, on n'en est pas du tout là, franchement. Et donc, aujourd'hui, la réponse est non. Okay. Mais il faut dire aussi que notre dissuasion nucléaire, qui est française, et là, je rejoins ceux qui défendent le concept de souveraineté. Je le partage. La souveraineté, elle ne peut pas se diviser. Et donc, vous ne pouvez pas avoir 2 personnes qui, pour prendre cette image angoissante ou romantique de l'arme nucléaire, appuient sur le bouton. Il n'y en a qu'une. Et c'est le président de la République française. Sinon, ça ne marche pas. Si vous divisez la décision, vous n'avez plus de dissuasion. Donc, la dissuasion, on la garde nous-mêmes. Mais je rappelle qu'elle prend en compte les intérêts européens, le président de la République l'a redit, et que c'est aussi une protection pour tous les Européens, parce qu'il y a peu de chances qu'il y ait un conflit qui concerne la France seulement, sans que ça ait un impact, des répercussions ou des intérêts pour toute l'Europe qui soit engagée. Donc en vrai, aujourd'hui, je ne parle pas de l'Europe de dans 200 ans, j'en sais rien. Mais aujourd'hui, on doit la garder française et elle est protectrice aussi pour toute l'Europe, on doit le dire. Notre armée, en général d'ailleurs, est une protection pour toute l'Europe. Quand on agit au Sahel, on défend l'Europe de menaces sécuritaires. Heureusement, on est rejoint par d'autres Européens. Vous avez parlé de souveraineté. Le Royaume-Uni a décidé de sortir de l'Union européenne. On leur avait promis l'enfer, on n'a pas l'impression que c'est finalement tant le cas que ça. La Hongrie, la Pologne s'astreignent de certaines règles de l'Union européenne et il y a très peu de sanctions. Pourquoi la France, elle, devrait s'astreindre à perdre de sa souveraineté pour l'Union européenne alors que les autres ne le font pas? Alors c'est beaucoup de sujets un peu différents. Je vais essayer quand même de répondre à la question globalement.
moi, on parle souvent de souveraineté européenne et puis les gens disent mais ça ne marche pas parce que la souveraineté, ce qu'on disait sur l'arme nucléaire, elle est nationale ou elle n'est pas. Bon, je partage cette idée. Ce que je dis en disant souveraineté européenne, c'est un raccourci que j'assume, c'est-à-dire on renforce notre souveraineté nationale française en étant engagé dans la construction européenne. Parce qu'il y a des sujets, je pense au climat, je pense à la régulation des GAFA, les grandes entreprises numériques, on n'y arrivera pas. Pas tous les sujets, mais certains, on n'y arrivera pas si on ne fait pas ça ensemble. Et on a créé l'Union européenne. Ça ne marche pas parfaitement, mais ça marche plutôt bien. Notamment pour ça, on l'a vu encore sur les vaccins récemment ou sur la relance. Et donc oui, on met en partage un certain nombre de décisions. On choisit celles qu'on met en partage. Personne n'a jamais imposé à la France, à l'Allemagne, à la Hongrie, avant au Royaume-Uni, d'être dans l'Union européenne et de mettre en partage telle ou telle chose. On le décide. Mais une fois qu'on l'a décidé, on l'a décidé parce qu'on pense que c'est dans notre intérêt. Bon, eh bien... Pas de possibilité de sortir de l'Union européenne. Si, bien sûr, on peut tout rediscuter, mais on doit assumer une règle commune. Personne ne vous force à jouer un match de foot si vous pensez que vous ne savez pas jouer au foot ou que vous n'allez pas gagner ou que ça vous ennuie. Mais une fois que vous êtes sur le terrain, vous ne pouvez pas changer la règle en cours de route. Bon, vous pouvez après discuter, après le match, vous pouviez discuter avant le match, pendant le match, on joue avec les règles. Bon. Oui, sauf cas d'insulte, sauf cas de bagarre. Alors, il y en a qui décident de partir et ils sont libres de partir. Moi, je suis triste que le Royaume-Uni soit parti. Mais dont acte, c'est un référendum, c'est la souveraineté du Royaume-Uni, c'est la preuve que c'est possible, hein, personne n'est dans la cage enfermé, ils sont sortis. En revanche, ce que j'accepte pas, et d'ailleurs les souverainistes qui se disent souverainistes devraient être d'accord avec moi, c'est qu'une fois qu'ils sont partis, ils aient le beurre et l'argent du beurre, ils sont sortis, ils sont sortis. Ils vont pas en plus nous imposer leurs règles et nous dire « Ah ben moi en fait je veux quand même garder la clé de la chambre parce que de temps en temps je viendrai dormir » ou « Je veux rester dans l'appartement mais je paierai pas les charges communes ». Bon, ça c'est de la folie. Là on n'est pas souverain si on accepte ça, on est faible. Ouais, bien sûr. Donc, voilà. Et la Hongrie, etc., vous avez raison, c'est la même chose. Moi je ne sais pas expliquer aux Français qu'on aide massivement la Hongrie et la Pologne s'ils ne respectent pas nos règles. Moi je sais expliquer, et c'est difficile. Hein. Ouais. Dans quelques jours il y aura un débat sur le budget européen. Moi je serai à l'Assemblée nationale et je vais défendre le fait que la France contribue au budget européen et aide un pays comme la Pologne ou la Hongrie. Je pense que c'est dans notre intérêt. Parce que... Malgré les lois... attendez, en général, je pense que c'est dans notre intérêt d'aider les autres pays européens, certains autres pays européens qui sont plus pauvres que nous. Ouais. Parce que c'est le développement du continent, c'est notre intérêt, c'est souvent l'intérêt de nos entreprises, de nos emplois, et d'avoir une Europe prospère. On voit bien quand on regarde la situation internationale qu'avoir des îlots de pauvreté et d'instabilité à nos portes, c'est dramatique. Avoir une Europe stable, prospère, de l'Est à l'Ouest, c'est notre intérêt, j'en suis sûr, à long terme. Ce que je ne sais pas expliquer, c'est qu'on fasse cette solidarité que j'assume, budgétaire aussi, avec la Pologne et la Hongrie. Difficile à expliquer, mais tant pis, j'assume. Si ils ne respectent pas, pour le coup, les règles communes. Oui. Hein, c'est comme les règles de la maison que j'évoquais. Il y a un règlement de copropriété. Quand on vit là, on partage des choses. Il y en a qui gagnent peut-être un peu mieux leur vie, ils aident ceux qui gagnent un peu moins leur vie. Dans une coloc, on ne compte pas chaque centime, c'est comme ça. En revanche, on ne peut pas considérer qu'il y en a un qui bénéficie de ce qui est dans le frigo et puis qui nettoie rien, qui ne respecte pas les règles élémentaires de savoir vivre en commun. Et bien ça s'appelle les valeurs politiques dans l'Union européenne. Et oui, c'est pour ça que moi je combats ça, tout en étant pro-européen. Je n'accepte pas que la Hongrie, la Pologne ou demain un autre pays... je n'accepte pas. Je vais vous dire, on prend des actions. Qu'est-ce qu'on fait? Mais au départ, on n'avait jamais pensé que ça arriverait. C'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup de règles aujourd'hui. Et vous voyez que ça change. Déjà, on en parle. Ça commence par ça, la politique. Oui. Hein, le sujet, il faut qu'il remonte. Ça fait un moment qu'on en parle. Un an et demi, hein, pas beaucoup plus, qu'on en parle vraiment. Bon. Et voilà, donc maintenant ça devient un sujet important, mais tant mieux, il faut continuer à en parler. Mais on a des outils de sanctions. Ça peut être des sanctions juridiques. La Cour de justice de l'Union européenne a sanctionné la Pologne et la Hongrie quand elles ne respectent pas des règles comme l'indépendance de la justice. Et d'ailleurs, souvent, ils reculent, ils commencent à reculer. On a d'autres moyens. Par exemple, on va limiter l'aide du plan de relance en Hongrie et en Pologne tant qu'ils ne reviennent pas sur des réformes qui sont élémentaires dans le vivre ensemble européen. D'un côté, vous voulez signer avec le budget, donner de l'argent, mais en même temps limiter l'aide que vous allez donner. Eh ben non, pour moi c'est cohérent. Donc c'est juste leur donner moins en fait. Moi je suis prêt. Mais du coup, on sanctionne le peuple hongrois ou polonais alors, de la faute de leurs dirigeants. Non, mais c'est toujours un équilibre. Moi, ma logique, c'est de dire la solidarité européenne, oui, y compris budgétaire. Donc je suis tout à fait favorable à ce que la Pologne et la Hongrie reçoivent de l'argent européen. Si, c'est là qu'on met une condition, et c'est nouveau, maintenant il y a une règle qui s'appelle la règle de conditionnalité d'ailleurs, s'ils respectent bien un certain nombre de valeurs politiques sans lesquelles on n'est plus dans le même projet. Et Orban, il va écouter l'Union européenne ? Vous savez, c'est la politique, malheureusement, c'est pas seulement de la conviction et de l'écoute polie, c'est du rapport de force. Monsieur Orban, il fait de la politique, il est très fort. Est-ce qu'elle a assez de muscles aujourd'hui, l'Union européenne ? Il n'y en avait pas assez. Mais on injecte chaque jour un peu de muscle, sur une méthode naturelle, hein, je vous rassure. Mais on injecte un peu de muscle. Non, mais c'est très important parce que justement, et c'est pareil avec ce que vous disiez sur l'Europe dans le monde, si vous avez un projet politique qui est faible pour lui-même, avec ses propres membres,
Bon, bah, c'est comme si en France, la règle n'était pas appliquée par la police et la justice. La France se délite. Le vivre ensemble se délite. Si en Europe, on n'est pas capable, c'est pas la police et l'armée, mais c'est des règles communes et des sanctions juridiques ou budgétaires. Si on n'est pas capable de respecter, de faire respecter ces valeurs auxquelles on a tous adhéré, librement. Moi, je rappelle que tout s'est fait par référendum. L'adhésion de la Pologne et de la Hongrie, elle s'est faite par des référendums. Dans le traité, et je crois que personne ne peut l'ignorer, il y a l'égalité, la non-discrimination. Oui, mais aujourd'hui, Orban, il joue finalement avec l'Union européenne, puisqu'il ne propose pas d'en sortir, mais en même temps, il ne respecte pas les règles de l'Union européenne. Oui, mais à nous d'être plus forts. Et là, ça va commencer, je crois, avec ces sanctions financières. Et c'est nouveau parce qu'on s'est un peu trop laissé faire, là aussi. Mais je suis, tout en disant ça, je suis pro-européen et je suis en faveur, vous le disiez, de préserver le peuple hongrois et le peuple polonais. Alors d'abord, il a choisi quand même ses dirigeants, donc c'est la démocratie, donc c'est pas complètement déconnecté. Mais moi, je suis pas du tout, en revanche, pour qu'on dise à la Pologne et à la Hongrie de sortir de l'Union européenne. Je veux pas aller jusque-là. D'abord parce que je pense que la situation politique peut évoluer. Je suis optimiste. Mais je finis juste là-dessus. Je pense que si aujourd'hui la Hongrie et la Pologne étaient en dehors de l'Union européenne, on aurait beaucoup moins de poids pour défendre les droits des femmes, les droits des minorités, des valeurs élémentaires qui sont les valeurs européennes. Donc je pense que c'est bien qu'ils soient dans le club, à condition que le club ait un peu plus de muscles et parfois tape du poing sur la table. Très bien, on n'a plus beaucoup de temps, je vais aborder un sujet juste avec vous avant de terminer. Sur l'immigration, la crise migratoire de 2015, pour de nombreux Français, a été gérée de manière catastrophique. Ça a mis du temps, etc. Aujourd'hui, on a payé la Turquie pour garder des migrants chez elle. Est-ce qu'aujourd'hui on est prêt à une nouvelle crise migratoire? Est-ce que s'il y a des nouveaux migrants, une vague migratoire qui arrive, est-ce qu'on saurait la gérer? Je pense notamment avec ce qui s'est passé récemment en Afghanistan. Je vais être honnête, la gestion de 2015, ça a été une honte pour l'Europe. Parce qu'on n'était pas prêt, parce qu'on n'a pas été solidaire, parce qu'on n'a pas été efficace. Est-ce qu'on est complètement prêt aujourd'hui? Non. Est-ce qu'on est un peu mieux préparé qu'il y a 5 ans, 6 ans? Oui. Parce qu'on a fait des choses. On a par exemple une agence européenne de protection des frontières. C'est pas parfait, mais ça aide aujourd'hui la Grèce, par exemple, à gérer mieux les flux migratoires, à accueillir et à reconduire ceux qui n'ont pas vocation à rentrer en Europe. Elle aide l'Espagne aujourd'hui, elle aide la Lituanie, qui est sous pression de la Biélorussie sur le plan migratoire. Bref, on a quelques outils en plus. Mais on n'a pas encore les règles communes en matière d'asile et de migration. On va essayer de les faire avancer sous présidence française. C'est très compliqué, c'est très frustrant quand on croit à l'Europe et qu'on pense que c'est nécessaire d'avoir cette politique. Moi, je crois qu'on va y arriver. Je crois que les sujets défense, migration et sécurité en général, d'ailleurs, nos frontières, comment on les gère avec humanité, avec une protection commune, ou la politique étrangère aussi, c'est des grands sujets qui sont, comme on dit, régaliens, qui touchent au cœur de l'État. C'est pour ça que c'est très difficile de les européaniser et on doit accepter de les européaniser. Mais c'est très dur parce que la diplomatie, la défense, les frontières, ça fait parfois des siècles qu'on les gère tout seul au niveau local ou national, selon les modèles. On a construit progressivement notre État autour de ça. Il ne s'agit pas de le diluer. Moi, je crois à l'État et à l'État-nation. Mais il s'agit d'avoir des domaines de coopération européenne sur les frontières, sur les règles d'asile. Prends l'exemple très simple. Et donc perdre de sa souveraineté. Mais moi, je ne crois pas qu'on perde de sa souveraineté quand on choisit ce qu'on partage et quand on le partage quand c'est utile. Est-ce que c'est mieux d'avoir une politique où on définit par exemple qui a l'asile en France tout seul? Un Afghan, est-ce qu'il a, selon ces critères nationaux qu'on a, l'asile ou pas l'asile? Est-ce que quand ce n'est pas les mêmes critères en Allemagne, c'est une bonne chose? Je pense que c'est une bêtise. Parce que qu'est-ce qui va se passer? On va dire oui ou non en France et puis la personne va aller en Allemagne. Pour elle, ça va être douloureux parce qu'elle va rester dans l'incertitude, peut-être avec toute sa famille pendant plusieurs années, plusieurs mois au moins. Et puis il va y avoir une réponse différente. Elle va peut-être essayer, compliquer, mais peut-être tenter d'aller dans un 3e pays. C'est de la folie. Est-ce qu'avoir la même règle, c'est perdre de la souveraineté? Je crois pas. On le choisit et on choisit ce qu'on partage. Vous restez souverain tant que vous choisissez ce que vous partagez. La souveraineté collective finalement. Donc voilà, les 2 dernières questions très rapidement qu'on pose à tous nos invités. Est-ce que vous auriez une personnalité que vous souhaiteriez voir dans ce format d'interview? Quelqu'un que vous appréciez ou pas d'ailleurs? Qui serait j'ai bien, un conseil, oui, si vous y arrivez. Il s'est passé quelque chose il y a quelques jours, ce sont des élections en Allemagne. Oui. Et il y a une grande dame de l'Europe, on peut ne pas être en accord avec tout, je ne suis pas en accord avec tout ce qu'elle a fait personnellement, mais qui a été une grande leader européenne, Angela Merkel. Voilà, si vous pouvez faire le crayon Angela Merkel, si vous nous regardez. Avec Angela Merkel, qui a peut-être plus de temps maintenant, vous voulez encourager un média européen jeune d'information, ça serait formidable. Merci. Et dernière question, si vous avez une citation, une punchline qui vous suit au quotidien, que vous aimeriez que les gens savent, soient au courant, etc. Alors il y a une phrase que j'aime bien sur l'Europe, qui est d'un philosophe qui est mort il n'y a pas longtemps, qui s'appelle George Steiner. Il était anglais d'ailleurs, c'est un paradoxe, mais il avait beaucoup vécu
partout en Europe, notamment à Paris. Et il disait regardez la carte des cafés, vous aurez la carte de l'Europe. Ce que je veux dire par là, c'est que l'Europe, c'est pas des directives européennes, c'est pas des règles, c'est pas des institutions, il en faut. Mais c'est une âme, c'est une culture, notamment celle du café. On fait d'ailleurs, on n'a pas de café, mais c'est un peu ce qu'on fait là, c'est-à-dire se retrouver, discuter, échanger, critiquer au bon sens du terme. On fait ça, je pense que ça existe partout, ça n'existe qu'en Europe. Les cafés où on fait ces réunions collectives ou amoureuses ou avec des amis. Et ben ça, c'est l'Europe, de l'humanité, de la convivialité, d'un vivre ensemble qu'on a choisi. Bah, merci beaucoup Clément Beaune. Merci à C'était vous. un vrai plaisir de vous interviewer. Ah, merci. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un j'aime, à mettre un commentaire. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Antonin pour Le Crayon. Salut.